Euh, donc en tout cas, ce que je peux vous dire à propos des plantes qu'on dit non préoccupantes, ou en tout cas qui servent à travailler avec des systèmes phytothérapiques. Nous, en agriculture biologique, c'est un point important pour nous qui est primordial. On utilise aussi bien ces plantes-là comme stimulants que aussi pour renforcer les plantes, pour se prémunir d'un certain nombre de maladies. Bon, c'est vrai que les bases de l'agriculture biologique, c'est plutôt effectivement d'essayer de faire une agriculture la plus logique possible et donc la plus en harmonie avec la nature pour essayer de limiter en fait la trace de l'action humaine sur la nature. Alors bon, forcément, chaque fois qu'on a une action pour cultiver dans notre environnement, forcément, on est toujours des perturbateurs. Alors le jeu, c'est un peu d'essayer de faire le moins de perturbations possible. C'est un peu comme quand on joue au Mikado. Si on essaye d'attraper la petite barrette en faisant le moins de dégâts possible pour que le reste ne tombe pas. Forcément, à un moment, ça tombe, mais si on s'y prend bien, on fait moins de dégâts. Donc l'idée de base, c'est celle-là. Mais malgré tout, on a quand même besoin, par moment, effectivement, de renforcer les méthodes. Alors, il y a les plantes non préoccupantes, mais comme disait Jean-François tout à l'heure, il y a aussi on utilise aussi des substances minérales telles que l'argile, telles que la silice, en biodynamie notamment. Et en fait, toutes ces préparations, à une époque, il y avait aussi une aberration, les préparations biodynamiques étaient considérées comme des traitements. Donc, alors pour ceux qui connaissent la biodynamie, ou pour ceux qui ne connaissent pas surtout, on met à peu près une pointe de couteau d'un extrait de préparation dans plusieurs centaines de litres d'eau. Et cette préparation, de toute façon, est uniquement à base de produits naturels. Bon, ces règles-là, justement, de considérer ça comme des produits de traitement, ça vient des multinationales. Hein. J'entendais Jean-François qui disait tout à l'heure, avec les gouvernements, alors on nous a promis que, eh ben oui, à chaque fois c'est le même truc, on nous promet que, et puis finalement, tous ces gens qu'on élit, à qui on transmet quelque part une partie de notre pouvoir, enfin on leur demande de nous représenter, au moment d'être élus, ils nous promettent tout ce qu'il faut, et puis finalement, à l'arrivée, il manque souvent beaucoup de courage face à effectivement des lobbies qui sont des lobbies très puissants, mais bon, le malheur c'est que finalement il faut toujours être derrière. Alors Aspro, c'est une association qui a permis d'avoir déjà un certain nombre d'avancées. Au début, c'est des dérogations, et puis finalement, on avance petit à petit. En agriculture biologique, on a souvent le même problème aussi. Hein. Peut-être un certain nombre d'entre vous ont entendu parler aussi des semences. Au niveau des semences, aujourd'hui, les plus grosses multinationales qui vendent les herbicides, d'ailleurs, elles ont commencé par faire leur fortune avec les semences. Alors Monsanto, Pioneer, Dupont de Nemours, Bayer, enfin tous ces gens-là, c'est les plus gros, c'est les plus puissants du monde. Et puis, au début, ils ont fait leur fortune avec les semences, et puis après, ils se sont mis à faire les pesticides, parce que justement, ils avaient fait des semences qui n'étaient pas trop vigoureuses, donc elles ne pouvaient pas lutter contre les plantes adventices. Donc, aujourd'hui, en moyenne, une plante cultivée par rapport à une plante sauvage, c'est un peu comme un matou par rapport à un tigre. Mais il y a des matous qui sont un peu plus chat-gouttière, et puis il y a des matous qui sont plus chat-mémère. On peut comparer les semences du commerce, c'est plutôt des chat-mémères, et on a les semences qui ont été sélectionnées par les paysans pendant des années, qui étaient plutôt des semences qui sont un peu vigoureuses, qui seraient plutôt des chat-gouttières, qui sont déjà un peu plus vigoureuses. Ces semences-là, pareil, les lobbies, ils sont assez puissants, ils ont réussi à suffisamment impressionner nos politiques. Alors, est-ce qu'ils les ont impressionnés par la peur ou par quelques avantages? Peut-être les deux à la fois, ou en tout cas un des deux, à savoir. Mais en tout cas, il est certain que petit à petit, nos représentants, ils ont laissé faire ça. Et aujourd'hui, la souveraineté alimentaire, elle est même en danger par rapport à ça. Il y a des pays où en fait,
il y a des famines qui sont organisées à cause du manque de semences. Hein. Je pense notamment à un risque qui a été évité de justesse. Vous vous rappelez, quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, tout a été ravagé. Et alors, ils sont assez, ces boîtes-là, elles sont assez sournoises pour justement investir la bonté des peuples. C'est-à-dire que quand il a fallu envoyer des aides aux Haïtiens, on a envoyé à manger, des couvertures, de l'eau, et puis les semenciers, eux, ils ont envoyé des semences. Des semences, leurs semences à eux, OGM, hybrides, non reproductibles. Et en fait, heureusement, il y a eu quelques personnes sur l'île qui ont été suffisamment clairvoyantes, qui ont raflé tout ce qu'ils ont trouvé comme semences sur les marchés pour garder le minimum de semences locales, mais malgré tout, il y a eu de gros dégâts. Je pense à un exemple, c'était en Angola il y a quelques années. Une famine était annoncée suite à des conditions climatiques extrêmes. Alors les ONG ont fait leur travail, elles ont essayé de récupérer tout ce qu'elles pouvaient pour les peuples. Et tout le monde donnait ce qu'il pouvait. Et les semenciers, eux, ils ont donné ce qu'ils voulaient, surtout, donc pareil, des semences hybrides, OGM, non reproductibles. Et en fait, quand il y a une famine comme ça, chez nous en Europe, on l'a connu il y a longtemps, mais moins maintenant. Mais quand il y a une famine comme ça, les gens, ils ont le grain pour ressemer en stock, mais ce grain, il se mange. Et quand on a faim, on se demande, est-ce qu'on le garde pour semer ou est-ce qu'on va le manger? Et ces gens-là, ils sont arrivés, ils ont dit, mais vous pouvez les manger, puisque nous, on vous amène des bonnes semences en plus, des semences dites améliorées. Et alors, ils ont mangé leurs semences, ils ont semé la semence des semenciers, ils ont fait leur récolte, qui était bonne d'ailleurs, et puis ils ont repris dans leurs semences, dans leur récolte, de quoi faire la semence. Et l'année suivante, la famine a été encore bien plus forte que la fois où il y avait eu les problèmes climatiques. Parce qu'en fait, ces semences, en deuxième génération, elles ne donnent pas grand-chose. C'est comme ça que les semenciers tiennent les gens. Donc au niveau de la souveraineté alimentaire, c'est un gros problème. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on se retrouve à peu près dans la même situation que pour les semences avec les PNPP, c'est-à-dire que toutes ces techniques qui ont été mises en place, qui ont été utilisées par nos aïeux pour faciliter la production alimentaire, elles, petit à petit, elles ont été interdites, et petit à petit, la pratique s'est perdue. Et aujourd'hui, on se retrouve, Jean-François et les gens qui travaillent sur les préparations à base de plantes, ils se retrouvent quelque part un peu à inventer l'eau tiède. Et puis nous, avec les semences, c'est pareil, on se retrouve un peu à réinventer l'eau tiède. C'est-à-dire, ce qu'ont fait nos aïeux pendant des millénaires, il faut qu'on essaye de retrouver, quoi. Parce qu'en fait, en quelques générations, toutes ces pratiques-là, en fait, elles peuvent disparaître, tout simplement parce que, en plus, c'est des cultures qui se transmettaient de bouche à oreille, et qui sont qui est une culture praticienne. Donc, si la pratique s'arrête, la connaissance et l'usage s'arrêtent aussi. Mais en même temps, c'est quand même ça qui permet de nourrir les peuples. Bon, donc, malheureusement, je voulais appuyer aussi sur le fait que, comme on ne peut pas, comme Jean-François l'a dit tout à l'heure, vraiment compter sur nos représentants, ça veut dire qu'il faut, de toute façon, il faudra tout le temps qu'on soit vigilant sur le fait qu'aujourd'hui, on a récupéré des dérogations pour avoir le droit d'utiliser ces choses-là. En semences, c'est pareil, il y a quelque temps, on nous avait promis qu'on aurait, le gouvernement qui est en train d'écouler son mandat, nous avait promis, vous verrez avec nous, les semences, vous aurez le droit. Péniblement, en 5 ans, on a récupéré des dérogations qui nous permettent éventuellement, dans le cas spécifique de l'entraide, d'échanger des semences. Alors c'est un gros progrès, parce qu'avant, on n'avait le droit ni de vendre, ni d'échanger, ni de donner la semence. Mais vous imaginez que c'est un droit séculaire millénaire, aujourd'hui on en est à une dérogation. Donc ça veut bien dire que quoi qu'il arrive, qui que ce soit qui nous représentera, il faudra toujours être présent et jamais se laisser abattre. Puis peut-être choisir les moins mauvais. Voilà. Après,
maintenant, je pense que j'ai été sacrément impressionné par le travail qui est fait sur les communes. J'espère qu'en agriculture, petit à petit, on arrivera à faire la même chose. Bon, c'est vrai que c'est très dur, hein. Aujourd'hui, dans un jardin, arracher l'herbe, c'est relativement facile. Dès qu'on attaque sur des grandes surfaces, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, on a des parties où on arrache l'herbe encore à la main, sur des hectares et des hectares. Il y a un jeune là dans la salle que j'ai eu l'occasion d'embaucher une fois pour arracher l'herbe dans des champs. Si il veut, tout à l'heure, il pourra faire un témoignage, mais bon, c'est sport. Hein. Mais bon, en même temps, c'est aussi important parce que dans le témoignage précédent, on parlait de tous ces désherbants qui étaient mis sur les bords des routes, etc. Oui, mais à la fin, ça finit toujours chez les poissons, quoi. Donc, et quelque part, aujourd'hui, d'ici pas longtemps, on va en être au stade où on ne pourra plus manger de poisson non plus. Voilà, bon. Je peux pas. On a fait des expérimentations à Gogos-Périgord sur les utilisations de préparation à base de plantes, de préparation à base d'argile. Malheureusement, c'était le collègue qui devait vous le présenter, mais de toute façon, il y a des résultats. Moi, je ne peux pas vous donner les résultats aujourd'hui spécifiquement. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a des résultats qui sont très positifs, qu'il y a énormément d'agriculteurs, notamment en bio, qui les utilisent. Mais aujourd'hui, on a même des exemples d'agriculteurs qui travaillent avec des produits chimiques, qui, sans avoir pris le label bio, se sont rendus compte qu'avec des produits phytothérapiques et à base de préparation de plantes, avaient des résultats, si ce n'est aussi bons, et meilleurs. Donc, en plus, non seulement ça ne fait pas de mal, mais en plus ça fait du bien. Alors qu'avec les systèmes de chimiques, c'est pas tout à fait le même système. Hein. On peut avoir un bien apparent, mais les effets secondaires sont bien souvent pires que les effets apparents. Donc bon, après, je ne vais pas revenir sur toutes les différences qu'il y a entre les produits biologiques qui sont traités à base de plantes ou les produits agricoles qui sont traités à base de produits chimiques. Je pense qu'il y a suffisamment de littérature et d'explications sur les différents médias, sur les différences de tout ça. Et je pense que là, je n'ai pas besoin de vous expliquer la différence entre tous ces produits-là.